Bien, nous accueillons donc le docteur Guy Longchamp. Guy est médecin homéopathe sur Périgueux. Guy est un spécialiste de l'approche vibratoire de l'eau. Il travaille sur l'eau depuis 8 ans. Il va vous présenter une conférence sur cette approche-là, sur la structure moléculaire de l'eau comme l'essence de toute vie. Olivier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton coup de cœur Guy Longchamp? Oui, bon, il y a le coup de cœur humain où j'apprécie beaucoup Guy. Et vous avez pu vous demander pourquoi dans un congrès comme ça, on avait décidé avec Carole de placer 2 personnes qui allaient parler de choses apparemment si opposées, mais en fait c'est parce que c'est la même chose. Et le point commun qui est entre tout ça, c'est nous. Alors bon, l'eau est vraiment au cœur maintenant de la compréhension. Et c'est intéressant de voir qu'au-delà de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer maintenant, on revient sur des fondamentaux comme l'homéopathie, comme l'eau, comme la compréhension du sens de la vie. Et la question, évidemment, c'est est-ce que toutes les difficultés qu'on rencontre maintenant ne sont qu'une boucle d'égarement qui va nous ramener à nous-mêmes, ou est-ce qu'elle va nous faire sortir des rails? Et c'est tout ça qui est au cœur. Et quand on voit maintenant les travaux de Montagnier qui reprend les travaux de Benveniste sur l'eau, et on est vraiment au cœur de l'inscription dans le corps de toutes les informations, et l'eau qui est la base de la vie, est vraiment... voilà. Et pas juste de la vie, de la conscience aussi. Voilà. Mais ça, je te laisse le dire. Merci Olivier, merci Carole et merci à toute l'équipe, à Pascal que j'ai eu en direct pour venir ici. Je dirais merci à ce qui permet de se rencontrer et d'être ensemble aujourd'hui pour partager le meilleur. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant cette première journée à écouter des êtres humains conscients qui viennent offrir le fruit de leur expérience. Et je vais essayer d'être dans cette lignée-là. Il y a un âge où on a besoin de dépasser les compétences acquises pour extraire juste le fruit le plus important sur l'instant, la période dans laquelle on se trouve, période de vie. Pour moi, j'aurais pu vous parler d'autre chose parce que j'ai une pratique ancienne, je suis à la retraite, donc j'ai fait un peu plus de 30 ans, 35 ans de médecine énergétique, d'holo énergétique, comme disait Guy Corneau hier. J'étais dans l'équipe qui a commencé à développer cette méthode en France et je l'ai adaptée pour qu'elle réponde à ma vision du monde. Une fois qu'on a l'outil dans les mains, c'est-à-dire qu'on peut percevoir, qu'on sait toucher, écouter et poser des questions, après on installe ses propres registres d'approche du monde. Et du monde, c'est par le biais du toucher. Quand moi je voyais des patients, c'était d'abord toucher le corps, toucher l'énergie, mais aussi toucher l'émotion et les systèmes de croyance, et ensuite la vie symbolique. Et il y a des registres pour l'accès à tous ces mondes-là. Et mon travail m'a amené à tester toutes sortes de choses. Une fois que j'étais à peu près sûr, disons, de mon outil de perception, parce que quand on passe des années et tous les jours, des heures et des heures à percevoir, il y a un moment donné, on oublie l'outil pour rentrer dans la perception, à être dans l'écoute, l'écho. Moi, ça m'a amené à tester des choses tout à fait étonnantes, à savoir des lettres, à savoir des formes géométriques, et à écouter la réponse du corps à ces symboles qui, normalement, sont inanimés, ne devraient pas dégager d'informations ou d'énergie, et qui provoquent dans le corps de tout le monde, à notre insu, des réactions très particulières. C'est comme un dialogue préverbal. Avant en fait que le verbe soit formulé, il existe déjà des champs d'information, et ces champs d'information modèlent toute notre existence. Et j'ai découvert qu'en fait ces champs d'information pouvaient aussi bien sous-tendre notre vie spirituelle la plus élaborée, qu'elles étaient présentes dès les premiers stades d'organisation de la vie, dans la vie cellulaire et dans l'élaboration des molécules protéiques au niveau de notre ADN. Donc j'ai décidé de vous parler de ce soir de ce qui est important pour moi aujourd'hui, parce que je suis à la fois père et grand-père, je suis à la retraite depuis une année, j'ai gardé une activité particulière, mais plus orientée sur l'eau. Parce que pour moi, l'eau c'est le fondement de toute vie, mais pas juste de la vie biologique,
pas juste l'organisation des êtres vivants, leur croissance et leur vieillissement et leur mort. Pour moi, ça sous-tend même l'organisation de la conscience elle-même. Parce que notre ADN, j'ai fait un certain nombre de recherches dans le domaine de la biologie et de la physique, et notre ADN ne fonctionne pas sans eau. C'est-à-dire, dans les modélisations mathématiques de notre ADN, si on enlève l'eau, l'ADN explose. Et l'ADN a une sorte de chandail d'eau, et c'est grâce à l'information que l'eau amène dans notre ADN que cet ADN se modifie tout le temps. Il danse. Donc il y a des sites qui peuvent être activés ou désactivés selon la qualité de l'eau. Donc vous savez tous, je vais passer rapidement là-dessus, vous savez tous qu'on est fait d'eau, comme la Terre, à peu près 60-65%, notre cerveau en a beaucoup plus, et un cerveau d'enfant et un organisme d'enfant en contient encore plus. Et cet organisme liquidien, en fait, puisqu'on est dans l'eau, on croît dans l'eau au départ, il est extrêmement sensible à tout ce qui existe dans son environnement. L'environnement immédiat, c'est déjà celui de sa mère, c'est ses états d'âme, bien sûr, les molécules circulantes, c'est l'environnement électromagnétique, c'est l'environnement des micropolluants dont vous avez entendu parler juste avant par le professeur Étienne, mais aussi de tous les événements psychiques dont on a parlé aussi précédemment. Tout peut être converti en ondes, en molécules, et tout ça va venir interférer possiblement avec le développement de l'embryon et déterminer des couches d'organisation tout à fait inconscientes. Je suis un passionné de l'eau depuis que je suis tout petit, au point que j'avais failli me noyer déjà 2 fois avant 3 ans, et que toute ma vie, j'ai cherché à pratiquer ce que vous voyez sur ces images. Il y a certaines pratiques que j'ai encore. J'avais besoin d'être dans l'eau tout le temps et jouer avec. Et jouer, c'est éprouver profondément du plaisir au point d'oublier, en fait, à un moment donné, le mental s'évanouit pour être véritablement dans la présence, à l'élément lui-même et à son environnement. Ça m'a laissé des empreintes profondes. Et puis à un moment donné, je suis passé plus dans l'approche scientifique pour retrouver les données que j'avais laissées de côté et qui me permettaient peut-être d'aller un peu plus avant dans la compréhension de comment ça fonctionne. La vie sensorielle, les conflits, les choses qu'on entend, qu'on voit, bien sûr, ça nous modèle. Mais on ne se rend pas compte qu'on est modelé à chaque instant, même parce qu'on ne perçoit pas et qui est en dessous de nos sens. Notre environnement, par exemple, est actuellement surchargé d'informations, par exemple la Wi-Fi, par exemple toutes les ondes émanant des micro-ondes, émanant de notre organisation technologique, et que tout ça a un effet de modulation sur nos hormones, sur notre système nerveux, sur notre système immunitaire, et que ça peut émerger sous la forme de comportements qu'on ne s'explique pas. On accorde beaucoup de poids au conscient dans le déterminisme des maladies. On en a entendu parler pour les cancers, pour des maladies de peau, pour des eczémas. Mais moi, je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur le fait qu'on est continuellement pénétré par des tas de choses sur lesquelles on n'a pas de prise parce qu'on n'a pas pris soin suffisamment de notre environnement et de notre intégration au monde. Parce qu'il y a dans notre ADN 97% qui servent non pas à fabriquer quoi que ce soit, mais à communiquer et à ressentir. Et ces 97%, c'est là que se trouve notre identité. Quand des criminels sont recherchés à partir de leur ADN, ce n'est pas sur les gènes qui codent pour la couleur des yeux ou le nombre des doigts qu'on cherche la personne, mais bien sur les 97% qui ne codent pas pour le corps physique. Mais on recherche donc la signature spécifique d'un être dans sa vie de communication. Et c'est de cette vie de communication que dépend en fait notre équilibre et notre intégration au monde. Alors je vais vous parler plus de l'eau. L'eau est considérée comme un cristal liquide, comme notre ADN d'ailleurs. Et elle est extrêmement sensible à tout ce qui va influencer son environnement. J'ai fait des montages pour essayer de vous montrer en fait que il y a des choses auxquelles on n'accorde pas d'importance, mais qui vont avoir des conséquences subtiles. Vous voyez en haut un enfant qui nage, probablement en Inde, dans un
un milieu qui est très surinformé de toutes sortes de déchets, et on ne peut pas imaginer que cette eau-là, même s'il ne l'ingère pas, ne va pas avoir de conséquences sur son eau intérieure. Vous voyez, juste à côté, l'eau de la Seine à Paris, et en dessous, une eau qui a été photographiée par Masaru Emoto, et on peut dire ce qu'on veut sur Emoto, sur le travail qu'il a fait, sur les doutes qui ont été soulevés sur sa démarche scientifique, mais malgré tout, il a attiré l'attention d'une manière extrêmement importante à mes yeux sur l'interaction entre la conscience, le mental, la pensée et l'organisation de l'eau. Et l'image que vous voyez en bas, celle-ci, c'est la plus belle qu'on peut obtenir d'après lui de cristallisation, c'est avec deux mots, amour et gratitude. Et je reviendrai là-dessus. Et quand on obtient en fait une structuration de l'eau avec des cristaux magnifiques comme ça, au lieu d'avoir en fait une eau amorphe qui est comparable à un verre, on a une eau cristalline qui est comparable à un cristal. Et la différence entre le verre et le cristal, le quartz, si vous voulez, c'est qu'il y en a un qui laisse passer l'ultraviolet, le quartz, et l'autre qui ne laisse pas passer l'ultraviolet, le verre. Or, nos cellules communiquent dans l'ultraviolet. Donc, quand vous avez une eau qui est amorphe parce qu'elle est surchargée en information, vous avez des pertes de communication intercellulaire très importantes. Si vous savez rétablir une organisation dans l'eau, la structurer, vous rétablissez en fait une organisation qui est proche de celle d'un supraconducteur qui est capable d'emmagasiner, de transmettre de l'information partout, et je vais vous montrer comment ça se passe. La nature, pour moi, elle travaille d'une manière silencieuse et elle travaille beaucoup avec les mathématiques et la géométrie. Ce que vous voyez en haut, ce sont des images obtenues par Alexandre Lauterwasser, qui était pour moi un des pionniers de la recherche sur l'eau, c'est un Allemand. Et il a montré, en utilisant des caméras, au-dessus d'une coupelle d'eau, parce que là, il n'y a qu'une coupelle d'eau et une fréquence qui arrive par l'axe en dessous de la coupelle. Et à certaines fréquences, on voit apparaître ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Ces ondes stationnaires, elles ne sont pas immobiles. C'est quand vous regardez la télé, les vieux films où il y avait des diligences ou des voitures, on voit les roues de diligence qui tournent, puis à un moment donné, elles peuvent s'arrêter et vous pouvez voir la roue. Et cette roue, elle paraît immobile, on sait qu'elle ne l'est pas. C'est simplement, il y a une synchronisation de mouvement entre celui qui regarde et puis le mouvement qui est installé dans le liquide. Et là-dedans, il y a un mouvement énorme qui part du centre, qui va vers la périphérie, qui revient de la périphérie vers le centre en ondes radiales. Vous voyez, et ça dessine des formes géométriques extrêmement précises. Et notre physiologie est organisée à partir de cette géométrie-là. Par exemple, les ondes, là il s'agit de fréquences, donc c'est des basses fréquences, 24 et 38 c'est des basses fréquences, mais qui sont à la limite du monde audible. Mais on a toutes sortes de fréquences qui nous traversent tout le temps et qui façonnent continuellement l'eau de notre corps et qui peuvent façonner en même temps notre conscience. Vous voyez que dans la nature, on peut obtenir des signatures de base 4 ou de base 5 qui sont parfaitement caractéristiques, mais qui témoignent aussi de la qualité intérieure de la plante. Les anthroposophes qui s'appuient sur la logique d'observation de Goethe, disaient qu'ils pouvaient deviner le principe actif d'une molécule en l'observant d'une manière attentive, d'une plante, pardon, en l'observant d'une manière attentive. Ça donne dans la nature, la géométrie, ça donne une beauté qui est évidente. Dire quand on observe de près une fleur de tournesol ou d'autres fleurs exotiques ou un chou romanesco, vous y voyez à la fois, c'est de l'art. Enfin, pour moi, c'est extrêmement beau et c'est en même temps, ça dessine quelque chose de très particulier qu'on appelle de la géométrie fractale. C'est où le même principe peut être répété des milliers et des milliers de fois à des échelles différentes, tout en gardant une proportionnalité avec l'ensemble. Il s'agit de rapports harmonieux. Harmonieux, c'est-à-dire la vie se déploie à travers des modèles de ce genre. Et cette organisation géométrique, elle est présente dans tout le vivant et bien sûr à l'intérieur de nous. Et l'eau est considérée comme un milieu quantique, c'est-à-dire toutes ces parties sont interconnectées à chaque seconde. Rappelez-vous qu'on est fait d'eau,
et que si les molécules d'eau qui ont été créées toutes ensemble au moment de la création de la planète, elles ont été interconnectées, elles le sont toujours. Il n'y a pas de molécule d'eau qui ne soit pas reliée sur le plan quantique à l'ensemble de l'eau qui existe dans la planète. Ceci, c'est pour revenir au principe de responsabilité individuelle dont on a déjà parlé hier. On est tous responsables de notre eau intérieure, on est tous responsables de notre équilibre. Mais en même temps, quand on s'occupe de soi avec conscience et qu'on développe une cohérence particulière dans sa vie, la manière dont on agit sur notre eau intérieure avec nos pensées, avec notre bienveillance, avec l'amour qu'on peut déployer dans le monde, a un effet sur la totalité du monde par le biais de l'eau et par le biais en fait de la conscience elle-même. Il n'y a aucun d'entre nous qui est coupé du tout. Et il s'agit dans cette époque très troublée, très violente potentiellement, c'est de se réapproprier le fait qu'on est tous co-responsables du navire et qu'on ne peut pas en sortir. Et qu'il y a un moyen probablement d'agir sur l'équilibre du système en s'occupant bien de nous et du lieu dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est une manière d'agir sur l'ensemble. On n'a pas besoin de courir le monde partout. Il y a des bras de levier extrêmement importants dont je voudrais vous parler ce soir et de vous montrer comment on peut le faire. L'histoire de la lapine russe et du chant A. Le chant A, c'est le chant akashique, cher à Erwin Laszlo, le président du club de Budapest qui rassemble les scientifiques les plus avancés de notre monde. Il est venu il n'y a pas très longtemps à Sarlat, on organise des manifestations comme celle-ci, et pour nous donner quelques bonnes nouvelles sur ce qui se passe dans le monde, et je vous en dirai 2 mots. L'histoire de la lapine russe, c'est les Russes ont beaucoup cherché sur la nature de la conscience et la nature de l'eau. Ils ont rencontré Benveniste à l'époque où Benveniste a fait ses travaux, et ils ont continué à décoder le langage de l'eau pour dire, d'après eux, qu'ils avaient trouvé la structure de l'eau et comment la moduler, comment l'informer. On s'en sert comme d'une bande magnétique. Et l'histoire de la lapine russe, c'est ils ont pris une lapine gravide, ils ont séparé la mer de sa portée, ils ont pris les petits lapros, ils les ont mis dans un sous-marin atomique qui a plongé à plus de 1000 km sous l'océan. Et puis ils ont enregistré la lapine et ils ont sacrifié les lapros un par un. À plus de 1000 km, la lapine savait exactement, sans aucun moyen de communication, ce qui se passait avec ses petits. La distance n'existait pas, et ce n'était pas pour eux une communication télépathique. Il s'agissait d'autre chose qu'à voir avec une connexion instantanée que Erwin Laszlo appelle le champ akashique, qui est en fait un champ qui contient tout ce qui est, ce qui a été et probablement ce qui sera, et dans lequel toute l'information de notre univers est encodée et dans laquelle nous baignons tous. C'est une voie de communication directe et c'est probablement la source de l'intrication, c'est-à-dire de l'interdépendance totale de tous les êtres. Cette histoire, elle est anecdotique et en même temps, elle montre qu'il n'y a rien qui puisse être fait dans le quotidien qui n'ait pas de conséquences. Que les petits actes ont des conséquences et que ce soit dans le monde animal ou dans le monde humain, tout ce qu'on fait a des conséquences sur l'ensemble du système et qu'il s'agit de ne pas l'oublier. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, c'est une évidence pour vous. J'avais pris ce recueil de misère, là, avec des épandages massifs de produits, une usine à radon, des empoisonnements aux pesticides dans les rivières, des fûts contenant des produits radioactifs ou chimiques qui vont bientôt s'éventrer, se répandre dans le monde. C'est chez nous, ça, hein, c'est pas à l'étranger. Des marées noires, des empoisonnements en métaux lourds et, cerise sur le gâteau, les réserves d'eau qui sont partout hérissées d'antennes avec des câbles énormes qui ne sont pas blindés, pas protégés. Donc la cuve prend toute l'information qui est véhiculée ici et on ne sait pas quels sont les programmes qui cheminent de château d'eau en château d'eau et qui viennent dans nos maisons. Je vous rappelle que ces câbles, ils émettent quand même des champs et des fréquences et que toutes ces fréquences modulent la structure de l'eau qui est acheminée chez nous. Vous voyez de quelle manière on peut être déjà affecté, modulé, sans le savoir, par toutes sortes de choses, des micro-informations liées à tous ces éléments-là, mais aussi des ondes. Je reviens et je vais passer rapidement là-dessus parce que le professeur Étienne en a parlé. Ça, ce sont des cartes émanant des agences de l'eau. Les points noirs, c'est là où il y a plus de 50 mg de nitrate dans nos rivières. Ces données émanent déjà de 2006, je crois.
Et c'est difficile d'avoir des données actualisées parce que vous ne pouvez pas penser que les méthodes n'ayant pas changé d'une manière profonde, ces données-là ne se sont pas améliorées. Quand vous voyez en bas, ici, il y a des données qui concernent plus de 200 pesticides. Le professeur Etienne a parlé de quelques molécules, de 20, hein, mais ici, les recherches ont été faites sur 200 molécules. Les zones dans lesquelles vous voyez qu'il y en a moins, c'est là où on les dose moins, on les recherche moins. Tout le bassin aquitain, ils ne se sont pas pressés en fait, de faire des mesures pour trouver les produits. Mais là où on les cherche, on les trouve partout, dans les rivières. Et ça s'accumule partout. Il y en a dans toute la France. Le cumul des rejets et les risques sanitaires qui en dépendent, ils sont extrêmement importants. Les apports agricoles, ils s'ajoutent en fait à toutes sortes de substances, y compris des hydrocarbures, des aromates polycycliques, des phtalates et des dérivés des plastiques, des métaux lourds, etc. Et l'ensemble représente quand même pas loin de 15 microgrammes par litre dans les rivières. Ça ne peut pas ne pas affecter toute la chaîne du vivant. On a beau dire que les microgrammes, ce n'est pas grand-chose par rapport aux grammes ou aux milligrammes, ça a quand même des conséquences notables dans l'ensemble du monde occidental, sous la forme d'une atteinte profonde de la reproduction. Les perturbateurs endocriniens, ils touchent pas seulement la fertilité, mais même l'organisation génitale. Vous voyez ici un testicule qui est ascenseur, un cryptorchide. Donc les testicules ne descendent pas dans les bourses, mais aussi on trouve des hypospadias, c'est l'abouchement de l'urètre se fait plus au bout de la verge, mais elle se fait en bas. Et il y a beaucoup de micropénis chez les enfants. Ça nous laisse entrevoir le fait que l'ensemble de la population masculine risque d'être profondément altérée, pas seulement au niveau de l'anatomie, mais de la physiologie, de la reproduction et des comportements génitaux. C'est vraiment un signe d'alerte grave. Et les effets toxiques qui se font à travers l'eau à des doses extrêmement faibles. On a inventé des doses létales toxiques qui sont des moyens de tester sur les animaux combien il y en a qui vont mourir avec une dose seuil. Et on définit le seuil toxique comme celui qui détermine la mort de 50% des animaux. D'abord, on estime probablement qu'il y a un parallélisme à faire étroit entre l'homme et l'animal, ce qui est une approximation scientifique grave. C'est très souvent faux. Et puis ensuite, on se sert de ça comme d'un pare-feu pour ignorer les petites doses. Et vous avez entendu Jacques Etienne dire tout à l'heure, mais on n'étudie absolument pas les cocktails. C'est-à-dire une seule molécule à une toute petite dose, pas d'effet. 2 molécules à petite dose, un peu plus d'effet. Mais 50 ou 200 molécules à des petites doses, alors vraiment on ignore totalement ce que ça fait. Et c'est sûr que ça fait quelque chose, même à des doses infinitésimales. Je vous rappelle que chez nous, dans notre physiologie, les niveaux de régulation les plus fins, qui impliquent le système hormonal, le système nerveux, les neuromédiateurs, les facteurs de croissance, les interleukines, c'est des domaines de régulation qui marchent pas au microgramme, mais 1000 fois ou 1 million de fois plus dilués que ça. Donc ce n'est pas possible que des microdoses n'aient pas d'effet sur les récepteurs et sur les fonctionnements. Alors, c'est une question si on pouvait utiliser une molécule sans la substance. Ce que Benveniste avait soulevé en disant l'avenir de la biologie, c'est de pouvoir se servir de l'émission fréquentielle d'une molécule, même d'un médicament chimique, mais pas de la substance. Auquel cas, il n'y aurait pas d'accumulation de la matière avec l'effet rémanent d'accumulation dans le sol, dans l'eau, dans l'air, etc. Parce que l'effet vibratoire pourrait se dissiper rapidement et on n'aurait à ce moment-là plus d'accumulation toxique dans la chaîne du vivant. À ce moment-là, on pourrait envisager dans un temps extrêmement court, mais c'est quand même contraire à l'intérêt de beaucoup de compagnies pharmaceutiques, c'est au lieu d'utiliser des tonnes, on utilise 1 gramme, 1 milligramme, pour dynamiser des volumes très importants d'eau informée qui pourraient envoyer l'information sur la cible sans pour autant polluer l'ensemble du milieu. C'est techniquement déjà fait. Les informations que je vous mets là, vous les retrouverez pour ceux qui
achèteront le DVD, mais je l'ai mis intentionnellement pour que ça reste. C'est un site de chercheurs russes, mais de chercheurs patentés, universitaires, qui ont transformé des molécules chimiques en ondes et qui les envoient par Internet pour ceux qui veulent les consommer. Pour charger, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe, pour charger une bouteille d'eau avec l'information, par exemple, d'un antidépresseur, d'une molécule à effet thyroïdien comme le lévothyrox, ou d'un tranquillisant ou d'un anti-inflammatoire. Les Russes font déjà ça, avec des effets de l'ordre de 86% sans aucune toxicité. Comment ça marche, la mémoire de l'eau? Alors, je vous ai mis un petit montage, c'était fait en même temps pour le site, un site internet que j'ai alimenté. Quand vous avez un corps en solution, l'eau fait un moule autour pour prendre exactement en fait tous ses reliefs et ses fonctions, ses polarités. Et si on filtre l'eau pour, par exemple, avoir une eau plus pure contenant moins de polluants, il reste quand même quelque chose qui a à voir avec la molécule de départ, et ce quelque chose est aussi actif que la molécule qui était en solution. C'est ça le travail de Benveniste. Et c'est cette forme-là qui mime exactement la molécule de départ, prend une forme particulière, et à cette forme est associée une fréquence. La forme et la fréquence sont intimement liées. Et quand il y a un assemblage en fait de formes, vous avez une bande magnétique qui est ici la base même de la mémoire de l'eau. Et quand on stimule l'eau, elle est capable en fait de changer de forme. Et là, c'est une seule fréquence qui donne des mouvements très reptiliens, étonnants, vus de travers comme ça. Elle bouge d'une manière étonnante et vue du haut, elle peut donner une image comme ça pentamérique. Mais elle peut donner aussi des formes très particulières qui sont proches de celles qu'on observe dans le monde bactérien ou vivant, chez les vers par exemple. C'est ce qui a fait dire à Benveniste, puis au professeur Luc Montagnier, mais les physiciens russes travaillent dessus depuis très longtemps, que en fait l'eau a la capacité de copier un ADN d'un organisme vivant, de le transmettre. Et Montagnier a montré que c'était possible il n'y a pas longtemps. Il y a une vidéo qui circule sur Internet. Et sans la présence du germe, c'est-à-dire vous avez la fréquence du germe, elle arrive dans votre eau, vous vous baignez dedans, vous pouvez être informé. Si vous êtes bien structuré, vous pouvez résister à cette information. Mais si vous êtes vulnérable dans une phase de désorganisation, vous pouvez réactiver aussi une maladie infectieuse, sans contact avec le germe. Littéralement, on peut attraper la grippe à la télé. On vous fait une bonne campagne. Une bonne campagne d'information pour vous dire que la grippe arrive et qu'elle est véritablement dangereuse cette année et qu'il faut courir vous faire vacciner. On vous prépare au niveau du terrain. On peut aussi utiliser des fréquences. Enfin, mon avis, c'est que ça, c'est connu depuis tout le monde depuis longtemps. On va nous dire d'un côté que l'homéopathie, c'est un effet placebo, et de l'autre côté, utiliser quand même des méthodes pour agir en sourdine, voilà, sur l'ensemble des populations. Voilà, les Russes ont fait ça. La technique russe de copie-transfert de l'information, c'est qu'ils utilisent un laser, là c'est un comprimé d'aspirine, et là c'est un disque, un CD-ROM. Et en fait, quand le laser traverse la molécule d'aspirine, elle prend sa copie, les ondes en fait sont chargées sur la porteuse du laser et vont s'imprimer sur le disque. Et on peut aussi avoir dans cette méthode une substance biologiquement active dans ce tube-là, n'avoir aucun contact avec un support, c'est-à-dire un autre tube qui a une certaine distance, faire établir un champ entre les deux substances et que l'information qui est là-dedans passe dans celle-ci, sans aucun contact physique. Et la substance devient active dans ce champ-là également. Donc, en extrapolant un tout petit peu, on peut comprendre qu'un champ installé sur cette origine, cette substance d'origine-là, peut être transféré par le biais d'un canal informatique en fait sur une autre substance porteuse dès lors qu'il y a une modalité de transfert de l'information qui est convenable. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Donc on peut se procurer, et il ne s'agit pas de plaisantins, quoi. Les gens qui ont fait ça ne sont pas des délirants. Ce sont vraiment des professeurs de chimie et de physique qui travaillent dans des instituts et des universités.
Mais ils sont allés au-delà parce qu'ils sont peut-être moins dépendants des compagnies pharmaceutiques que nous le sommes, nous. Mais ils ont mis en place quelque chose qui est à disposition de tout le monde. C'est pour ça que je vous ai donné le site, vous pourrez aller voir et regarder. Et les médicaments qui se vendent le plus par Internet et qui utilisent cette technologie, hein, on transmet par Internet et on peut imprimer sur un CD l'information qui concerne un de ces remèdes-là. Et il suffit de mettre sur ce disque, même pas de faire chanter le disque, hein, c'est vous le posez sur une table, vous mettez une bouteille d'eau par-dessus et vous le laissez 1 heure. Et au bout d'1 heure, l'information est dans l'eau et vous pouvez consommer le remède à travers l'eau. Et on y trouve comme ça, la prednisone, c'est du Soluprède, hein, un glucophage, c'est un antidiabétique, une hormone thyroïdienne, du Lasix, du Prozac. Ils ont essayé tout ça. Et apparemment, ça marche à plus de 85-86%. Aucune toxicité à la clé. Comment ça peut se passer? Je vais passer rapidement là-dessus. Ça a à voir avec la manière dont l'eau est modifiée et dont ça modifie le cytosquelette cellulaire. Ça, c'est un peu compliqué, je vais passer rapidement dessus. Mais la base de la structure, ça rejoint une structure fibrillaire comme ça qu'on retrouve dans les canaux optiques, hein, dans les fibres optiques qu'actuellement on installe pour relier les gens avec des centrales d'information, de télévision, de programmes télé. Mais c'est dans nos muscles, c'est comme ça, dans nos fibres nerveuses, c'est comme ça, dans les cils de l'épithélium respiratoire et dans nos cellules. Et il y a une organisation, c'est géométrique de la cellule avec ce qu'on appelle un cytosquelette. Et ce cytosquelette, il est dépendant complètement de l'eau. Si l'eau est polarisée d'une manière ou d'une autre, ce cytosquelette va se modifier aussitôt. Et il y a une géométrie cellulaire qui se modifie à l'instant 0. C'est quasiment immédiat. Ça va à la vitesse de la lumière. Donc continuellement, on peut moduler la géométrie cellulaire pour éteindre certains gènes ou en activer d'autres. Si on sait utiliser la fréquence d'induction, on peut sélectionner les gènes de réception qui soient des gènes de communication ou des gènes de structure. Ça ouvre un grand champ d'investigation parce que si on sait bien utiliser les fréquences, on peut relancer des gènes de structure défaillants. C'est-à-dire en imaginant plus loin. Les salamandres savent réparer un membre. On leur coupe un membre, on installe même une tumeur sur un membre coupé dans une salamandre. Elle va utiliser toute la tumeur pour reconstruire son membre et faire repousser un membre intact. Nous, on a perdu ces fonctions-là. Mais il y a probablement des possibilités pour qu'on réapprenne à moduler des gènes qui ont été éteints et qui existent dans le monde animal, et qui sont capables de régénérer profondément en fait notre organisme. C'est encore une expérience russe que je voulais vous proposer. Vous allez me dire que je parle beaucoup des Russes. Bon, ma mère est ukrainienne, ça a peut-être une raison. Mais ce sont eux qui travaillent le plus sur les domaines avancés de la physique. Et puis sur l'eau, et qui, je crois, sont les plus à même actuellement de fournir des réponses parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, des dizaines d'années d'expérience dans ces domaines. Tu peux envoyer la vidéo? Nous avons influé sur l'eau avec des impulsions de champs magnétiques extrêmement faibles. Ces champs sont des dizaines de milliers de fois plus faibles que le champ magnétique naturel de la Terre. Cela veut dire qu'ils sont presque négligeables du point de vue de la science moderne. On a introduit des poissons dans une eau traitée de cette manière. Et très rapidement, ils ont donné naissance à une éclosion d'alevins inhabituellement petits. Se ressemblant entre eux, ils se différenciaient pourtant énormément sur le détail. Des stries grises et des taches de couleur, qui n'avaient jamais été observées auparavant, apparurent soudainement sur les abdomens de tous ces poissons mâles, et qui n'existaient pas chez leurs géniteurs. C'est ce que l'on appelle des changements phénotypiques. Et il est d'une importance fondamentale que ces changements n'apparaissent pas seulement chez certains des poissons traités, mais chez tous et pour toute la génération en même temps. Cela s'est manifesté concrètement au cours des expériences. Mais l'expérience révèle aussi qu'il n'y a pas que l'apparence extérieure des poissons qui a changé, mais également leur comportement.
ils ont commencé à réagir à des stimuli externes de la même façon, comme si tout le banc avait développé une conscience collective. Un nouveau domaine de problème surgit alors, qui n'avait jamais été étudié d'aucune manière. Il a donc été décidé qu'il suffirait d'établir qu'en utilisant uniquement de l'eau, on peut modifier le comportement et l'aspect d'animaux. Si l'eau peut vraiment causer une telle influence, ce serait une découverte significative. Mais nous préférons faire plus de recherches sur ces observations avant de les rendre publiques, avant de tout avoir étudié dans les moindres détails. Ils ont été synchronisés au niveau comportemental par une seule fréquence qui est en fait des dizaines de milliers de fois inférieure au champ magnétique terrestre. Des dizaines de milliers de fois inférieure au champ magnétique terrestre, pour nous, ça ne veut rien dire. Le champ magnétique terrestre, il est, je l'ai mis ici, 47 microtesla au centre de la France. Un micro, c'est déjà pas beaucoup, mais notre écran d'ordinateur, c'est un nanotesla, c'est-à-dire 1000 fois, un ordre 1000 fois inférieur, et les battements du cœur, ici la fréquence du cœur et son intensité, une intensité de champ, un picotesla, c'est encore 1000 fois inférieur à un nano. Et pour le cerveau, c'est encore 1000 fois inférieur à celui du cœur. Alors, imaginez que dans notre eau, il y ait comme ça de multiples fréquences de modulation qui sous-tendent des interférences avec nos noyaux sous-corticaux, notre amygdale, notre hippocampe, notre cerveau reptilien. C'est-à-dire on peut imaginer très facilement qu'on est continuellement modulé, modifié dans nos comportements à notre insu, complètement à notre insu, et à cause de l'interaction avec l'environnement dans lequel on se trouve. C'est la traduction de la nouvelle biologie de Bruce Lipton, dite l'épigénétique, qui explique qu'en fait, Bruce Lipton est un spécialiste des cellules souches, et lui, il a observé que des cellules totipotentes, c'est-à-dire des cellules capables de se différencier dans n'importe quel tissu de l'organisme, mises en culture, elles se modifient dans une direction avec l'ajout d'une seule molécule. Il ajoute une molécule, ça va devenir plutôt une cellule de cartilage. Une autre molécule, ça va devenir un système nerveux. Une autre, c'est une cellule cardiaque, etc. Pour lui, c'est donc pas l'ADN qui décide, mais bien l'environnement qui décide pour l'ADN. Et que l'environnement va moduler l'expression de gènes qui peuvent être soit trophiques et épanouissants, ou interférents et éventuellement déclencher des maladies. On observe beaucoup actuellement cette émergence de maladies dites mitochondriales, qui sont des maladies probablement associées à l'environnement. L'aspect important de l'épigénétique, c'est on a cru longtemps que l'ADN était immuable et que c'était lui qui régissait tout. Et on s'aperçoit actuellement que c'est non pas le noyau, mais la membrane qui contient des millions de capteurs, qui est continuellement à l'écoute de l'environnement. L'environnement le plus proche, c'est les cellules voisines, et l'environnement plus lointain, c'est l'organisme, et plus lointain encore, c'est l'environnement, la planète, le système cosmologique dans lequel on se trouve. Il n'y a pas de limite pour ça. Mais l'environnement local immédiat, la dérégulation en fait de l'écoute locale, c'est ce qui va donner naissance au cancer. Quand une cellule est reliée au champ tissulaire auquel elle appartient, il y a une onde de synchronisation qui fait que toutes les cellules sont spécialisées, travaillent ensemble à une même œuvre, ouvrage. Et que quand on travaille comme ça, c'est à la fois pour le bien-être de l'individu, de la cellule, du groupe cellulaire et de l'organe, mais de l'organisme tout entier. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et l'exemple le plus patent, c'est la ruche. On a des exemples sous les yeux, c'est chacune des parties en fait, de la ruche, des abeilles, chacune sait où elle doit être en fonction de l'état de l'ensemble et travaille toute sa vie, il n'y a pas de retraite chez les abeilles, travaille toute sa vie pour le bien-être et l'équilibre de la ruche, mais de la ruche dans sa fonction environnementale. Et le lien qu'on peut retrouver avec notre environnement, pour moi, il est d'une importance majeure, parce que c'est ce qui peut nous aider à révéler aussi le meilleur de nous-mêmes, d'entrer non plus en compétition, mais en collaboration, d'offrir, de
plutôt que d'accaparer et de thésauriser, de partager ce qui existe pour rétablir un équilibre local et pour pallier aux carences de distribution et aux carences de communication. Alors, j'en viens au cœur de mon intervention. J'ai mis au point un appareil particulier pour modifier la structure de l'eau et j'ai fait des expériences avec depuis plusieurs années, mais ça fait 2 années tout particulièrement que ces appareils sont mis à disposition du public parce que les résultats étaient tels qu'il me paraissait évident qu'il fallait le faire. Vous voyez des cristallisations sensibles ici qui vous disent ça c'est de l'eau du réseau et ça c'est de l'eau qui est passée dans un système à vortex. Il n'y a pas besoin de commentaires en termes d'arborescence, de rayonnement, d'intensité d'énergie. Et puis là, c'est 2 images faites avec la caméra GDV de Korotkov avant et après un verre d'eau une fois qu'elle a été structurée. Et on revient sur la communication et la structuration de l'eau et l'effet cristallin qui fait que c'est comme si de la lumière se dégageait alors qu'elle y était chez la personne, mais elle était entravée parce que son eau était de mauvaise qualité. Vous rétablissez la structure à l'intérieur de l'eau et de nouveau la lumière réapparaît chez la personne. Vous allez voir ce que ça peut donner. Ça, c'est une image, je vous détaille un peu, c'est une des premières images de Korotkov. On a ici la main gauche et ici la main droite. Tous les organes sont déployés autour avec les polarités gauche et droite. Il y a 3 niveaux de mesure. Jaune chamois, c'est en hyper, rose, c'est en hypo, et bleu, c'est normal. Et il y a 2 courbes, une qui correspond au physique et une qui correspond à l'émotionnel ou psychique. Et quand on voit ce décalage entre les courbes et entre les 2 côtés, on peut imaginer qu'il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes physiques, là par exemple sur mâchoire, dents, larynx, ici sur le rein gauche, ici sur la zone du foie. Et puis il y a aussi des problèmes psychiques importants. Donc, on prend un verre d'eau structuré et le changement d'image met moins de 2 minutes. Vous voyez, la différence, c'est ce qui était rouge et complètement rétracté se détend, et c'est comme si la conscience s'ouvrait, se relâchait et venait habiter le corps, qui lui s'apaise en même temps. C'est comme si la communication était rétablie entre les 2 côtés en même temps. Il reste juste ici un petit dysfonctionnement de rate qui demande un tout petit peu de temps pour se rétablir, pour que la joie remonte. La rate, c'est aussi la joie. Deuxième image, après je vais vous en montrer d'autres. C'est sur le même principe, il y a une asymétrie gauche-droite qui indique qu'il y a quelque chose qui est perturbé dans les transferts entre les 2 cerveaux. Et ce qui assure le transfert entre les 2 côtés, c'est le corps émotionnel, c'est le système limbique. Et le système limbique sous-tend en fait l'ensemble de notre vie de relation. Et là, c'est plus la relation avec moi, et là, la relation avec l'autre. C'est un état de crise temporaire, une remise en question. Et puis voilà, un verre d'eau. Et ça, c'est l'effet typique de l'appareil à structurer l'eau. Parce qu'il y a une superposition des courbes et un relâchement, une ouverture qui est patente sur... J'ai plus de 500 dossiers. Et si l'effet n'est pas constant de ce type, c'est qu'il y a quelque chose de très précis à faire pour aller ouvrir en fait une serrure qui est bloquée. Souvent, c'est une très haute dilution homéopathique, un barrage, une cicatrice, etc. L'autre type d'image qu'on peut obtenir, c'est celle des chakras. Je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés avec ça. Mais ça c'est avant et ça c'est après. Et là, avant et après. Ici, la déviation est plutôt du côté gauche de la personne et ici du côté droit. Ça veut dire que le système ne marche pas que dans un sens, il marche dans tous les sens. Et l'alignement qu'on voit, c'est le rétablissement de la communication, de l'ouverture, de la présence et de la cohérence d'ensemble. Un seul verre d'eau, 2 minutes. Comment c'est possible? La question. Ici, c'est une personne qui était dans un état de stress considéré comme maximal sur l'échelle de Korotkov qui est à 10. On ne voyait plus certains de ses centres complètement rétractés, c'est-à-dire il avait annulé sa perception, il était complètement replié sur lui-même et dans un état quasi de choc. Il avait fait des expériences psychiques particulières. Et voilà, j'étais présent pour faire des mesures avec la caméra, avec de l'eau structurée là-bas, et voilà ce que ça donne en 2 minutes. On quitte un instant de stress très très élevé pour retrouver une ouverture qui est celle de sa véritable nature et un alignement qui est quand même de belle qualité avec une présence spirituelle importante. La question c'est comment se fait-il que l'eau peut intervenir aussi bien sur les secteurs de la vitalité, de la vie de relation, de la vie mentale ou de la vie spirituelle? Qu'est-ce qui est dans l'eau qui permettrait de toucher
tous les étages, et en même temps, et de les resynchroniser. C'est simple, parce qu'on est dépressif un instant. Ça, c'est l'image de l'appareil. Je vous le donne, mais réfléchissez, on est dépressif à un instant, et on n'est plus en état dépressif 2 minutes après. On ne le sent pas tout de suite. Ça veut dire, c'est pas comme un effacement, c'est un changement d'état, et ce changement d'état, on peut le cultiver simplement en se baignant, en se douchant, en buvant. Ça veut dire que notre environnement a un tel poids sur nous qu'on ne se rend plus compte qu'on est enlisé dans des comportements répétitifs comme des disques rayés, et ces disques ont à voir avec une eau qui est souillée dans laquelle la résonance n'existe plus, parce qu'il y a toutes sortes de choses dedans. L'appareil que vous voyez ici, c'est le premier appareil qui existe en France, et peut-être en Europe, ou peut-être au monde. C'est un appareil de structuration de l'eau, c'est le système VODA à Flore. Et l'écrin qui a été fait par mon ami et partenaire dans la société, qui est un écrin en peuplier, s'est installé dans un cinéma qui est le lieu où notre activité associative se déploie depuis plusieurs années. Et l'eau était gratuite et distribuée à tout le monde depuis. Ça a été offert au cinéma et s'est mis à disposition de tout le monde. À mes yeux, l'eau devrait être gratuite et propre. Et dans toutes les villes, il devrait y avoir en fait des fontaines dans lesquelles les pèlerins, les gens peuvent boire et se restaurer. Ça ne devrait pas être un bien commercial. C'est un droit inaliénable. Alors, l'appareil est construit sur une géométrie particulière. Ouais. Je suis profondément convaincu que c'est de ça que dépend la paix dans notre monde. C'est-à-dire l'accès à une eau en quantité, c'est déjà une nécessité, mais l'accès à une eau propre peut rétablir nos liens, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Si on sait en fait mettre ça en œuvre à l'échelle collective, il y a des conflits qui lâchent tout de suite. Tout de suite parce qu'on retrouve une espèce de sérénité, d'ouverture, on prend de la distance par rapport à nos problèmes. Et que cette eau, elle peut être mise à disposition parce qu'on sait le faire. Techniquement, c'est même pas très coûteux, je vous assure, c'est un cadeau. Mais il suffit d'un peu d'effort et de conscience pour mettre ça en pratique dans sa vie de tous les jours. Parce que ce qui compte, c'est les îlots. Chacun de nous est capable d'îloter un monde dans lequel il y a beaucoup d'interférences et beaucoup d'intérêts et beaucoup de conflits. Mais si on sait ramener un peu de paix dans notre vie à nous, et ramener en plus un peu de santé, de vitalité, de joie, c'est contagieux. Autour, ça va changer. Et si ces exemples deviennent probants dans des régions, je veux dire, c'est graduellement l'ensemble du système qui se met à vibrer autrement. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'à travers l'eau, c'est l'ensemble du système planétaire et au-delà qui est touché. Dans l'eau, pour moi, il y a beaucoup plus, en fait, encore. Et cette eau, elle est structurée, en fait, avec une géométrie dite dorée, le nombre d'or. C'est ce qui a été utilisé par les constructeurs de cathédrales, c'est ce qui a été utilisé par les gens qui ont fait en silence des lieux pour aider les humains à cheminer, à retrouver dans leur état de crise un lien avec l'essentiel, avec leur représentation de Dieu ou avec la vie dans ses aspects les plus subtils. Et cette géométrie dorée, elle porte quelque chose de fondamental, c'est qu'elle est à l'origine des rapports harmonieux entre toutes les formes de vie dans un système. Et que si on sait l'installer dans notre système, il y a des choses qui peuvent changer vite, à la fois sur le plan individuel et sur le plan sociétal. C'est un exemple qui date d'une semaine, 15 jours peut-être. Un ami qui est passé me voir, qui lui est déjà équipé. Donc on part d'ici, ça veut dire que ça ne résout pas tout. Lui, il avait besoin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand l'eau ne résout pas et ne remet pas l'axe, c'est qu'il y a besoin d'une information spécifique sur un niveau qui est bouclé avec une clé d'entrée qu'on doit trouver, vite. Et donc lui, je lui ai donné 2 produits qui sont ceux dont le professeur Biava nous a parlé. Et voilà, entre ça et ça, il y a 2 minutes. Dans un peu d'eau, des produits qui rétablissent l'équilibre du terrain, qui instantanément en fait redonnent l'alignement et la véritable nature à la personne. Cette eau, on peut s'en servir pour préparer des remèdes. On peut préparer la soupe, on peut laver les légumes bio dans une eau propre.
mais on peut en donner aux animaux, on peut s'en servir pour arroser les cultures, et puis on peut s'en servir surtout pour préparer tous les remèdes, puisque tous les remèdes en phase aqueuse, ils ont besoin d'une eau propre au départ, et ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'est une personne qui est branchée sur une eau structurée, qui a manifestement une vie intérieure, spirituelle, et une authenticité réelle, visible, mais qui est dans un état de crise passager. Et avec cette eau, j'ai simplement préparé une dose de sépia en radionique, on en a déjà parlé hier, en radionique en 30 000 cas. Et voilà, 1 minute après. Ça veut dire que nos états peuvent changer, on peut être dépressif un moment et plus l'être dans le quart d'heure qui suit. Alors, je vais passer là-dessus. C'est de la théorie sur la résonance morphique et les ondes de torsion. Je voudrais terminer sur des images plus positives, mais les recherches russes, elles vont extrêmement loin, parce qu'elles cherchent la nature de la conscience à travers en fait, des expériences qui, pour l'instant, ne sont pas complètement validées sur le plan scientifique. Donc, il s'agit de domaines de recherche. Mais moi, j'ai cherché à les mettre en application pratique, et la pratique me montre que la théorie est valide. Je n'ai pas attendu, en fait, le consensus scientifique, mais la pratique me montre qu'on peut utiliser des forces extrêmement silencieuses et très puissantes pour modifier notre état sans que ce soit douloureux pour nous. Et voilà, je voulais vous présenter ça parce que c'est il y a un rapport entre les ondes de torsion. Les ondes de torsion, c'est les vortex, leur organisation. Il y a un rapport entre ces ondes de torsion, la nature de la conscience et la nature du temps. Et en fait, quand on est sur des ondes stationnaires, si on sait les générer, si on sait les créer, c'est comme si on sortait du temps et qu'on ouvrait l'espace. Et quand on ouvre cet espace, on accède aussi bien au présent de l'individu, à sa physiologie, à ses croyances, qu'à son passé, à celui de sa famille, au transgénérationnel, ou à d'autres zones, parce que j'ai contacté d'autres zones que celle-là. Et on peut comprendre ça à travers la théorie des champs morphiques de Rupert Sheldrake. Et on sait en fait que les histoires de famille, c'est pas des choses qui sont du délire. On sait commencer à les inventorier sur le plan scientifique dans la recherche de l'ADN mitochondrial. Et l'histoire de la poupée russe, c'est ici vous avez la grand-mère qui grandit, devient une jeune fille qui va être maman. Sa fille grandit et sa fille va avoir un enfant. Et vous voyez, c'est la surface d'information qui est périphérique, je vous ai parlé de la cellule, qui est périphérique, et tout l'ensemble en fait de l'histoire de la lignée fait grandir la grand-mère, elle chante la grand-mère dans laquelle toute sa descendance est inclue. C'est ça l'histoire du transgénérationnel. Et ça passe par les membranes, et ça passe par l'ADN mitochondrial dont on dit qu'il est transmis par les femmes, par les mères. Et est transmis d'une manière intégrale. Le savoir-faire, le savoir survivre, les codes et les blessures, c'est transmis aussi par le biais de l'eau. Et pour moi, ça légitime tout à fait cette représentation de la tradition slave. Quel rapport avec notre vie quotidienne ? On fait tous de la physique quantique sans le savoir, tout le temps. Et qu'on façonne continuellement notre monde intérieur, mais aussi le monde extérieur à chaque seconde. Et si on est plus conscient de ça, alors on peut mettre de l'ordre ensemble. Et la proposition, il y en a plusieurs. Il y a des mots-clés. La plus belle cristallisation que Emoto a eue, c'est amour et gratitude. Être dans la gratitude et savoir dire merci, c'est quelque chose de précieux. Oser aimer, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour soi et pour le monde. C'est retrouver avec le monde animal une bienveillance, une tendresse que les animaux peuvent trouver entre eux et que les humains ne sont pas toujours capables de montrer. Prendre soin de l'eau du monde entier, parce que partout, en fait, quand on accède à l'eau, on accède à l'ensemble du système, en local. Et puis, jouer, prendre l'habitude ou garder l'habitude de jouer ensemble, parce qu'il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de beauté dans ce monde qu'on peut partager, il n'y a pas besoin de s'approprier tout. Et cultiver vraiment le regard que cet enfant a sur le monde. Et je voulais terminer avec 3 images. 3 images, c'est les contes de fées, les mythes celtes. Et je vous ai apporté des images assez curieuses. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que véritablement, ce qu'on raconte dans les contes de fées, c'est
juste des histoires pour les enfants ou une réalité d'un autre ordre. Alors, je vais vous présenter des images qui sont faites en nature, sans trafic, sans retouche, par un sensitif que je connais bien, qui s'appelle Christian Guichardin, qui a mis à ma disposition ces 3 images. Il se promène dans la nature et il sent qu'on lui touche l'épaule droite. Et c'est le moment où il faut qu'il prenne une photo. Il ne voit pas ce qu'il prend en photo. Mais regardez, celle-ci. Si vous voyez ici le nez, les yeux, la coiffe, le visage, c'est pas très tendre hein, ce qu'on voit ici. Puis regardez ici, la grimace avec les yeux, le nez, les dents, les cheveux. Ici, la moitié de visage avec un œil. Mais surtout, regardez ici, là. Vous voyez ? Laissez juste votre cœur, votre cerveau droit se laisser toucher par ça. Vous voyez une coiffe ici, comme une coiffe de mariée avec un visage, des yeux, un nez, une bouche et un vêtement. Mais là, regardez ça. Le nez qui est ici, les yeux, le crâne vert, comme ça, avec des oreilles pointues, le cou et le thorax. Il y a au moins 2 êtres, et il y en a probablement d'autres inclus. Et ces êtres regardent dans le sens de celui qui prend la photo. Comme s'il y avait eu un lien entre l'instant, dans l'instant, entre « vas-y, tu peux y aller » et c'est un instant juste, fugace, à saisir. Mais manifestement, c'est des présences, elles ne sont pas toujours amicales, hein, en tout cas tendres, hein, mais quand même, c'est habité. Et celle-ci, regardez, le visage, c'est de la glace. On dirait presque que les yeux sont maquillés avec le nez et la tristesse et la coiffe. C'est un monde qui est habité, où il y a de la conscience. On peut décider de le voir, de ne pas le voir, de le prendre en considération ou pas. Mais on n'est jamais tout seul dans la nature. L'avant-dernière image, je termine, c'est on reçoit des informations depuis des années dans les champs de blé, un crop circle, celui-ci est de 2009, et qui pour moi sont des témoignages d'interférence entre un autre niveau d'organisation, un autre niveau de conscience et le nôtre, comme une communication qui peut passer sur un mode mathématique, géométrique, et qui est en même temps un langage pour notre conscience. Et quand j'avais présenté ça à Korotkov, ça l'a fait sourire, et lui il disait « c'est des étudiants du 24e siècle qui communiquent avec nous ». Ils jouent. C'est comme si notre futur, en fait, était déjà présent et communiquait avec nous pour nous aider à changer d'étage, parce qu'on est dans une phase de transition. Et cet étage, il coexiste avec le nôtre. Ce n'est pas déplacé dans le temps, il faut le voir autrement. C'est comme une dimension, une spatialité dans laquelle on peut rentrer d'un instant sur l'autre pour peu qu'on s'aligne et qu'on sache se déployer dans les 4 mondes complètement. Et on retrouve ici l'homme de Léonard de Vinci, ils ont de l'humour, hein. L'homme de Léonard de Vinci avec 2 grandes antennes qu'il a retrouvées parce qu'il s'est déployé dans les 4 mondes. Merci. Une ou 2 questions peut-être. Là-haut, il y a des questions. Tu y vas ou j'y vais? Allez, non, c'est bon, c'est bon. Moi, je voudrais savoir si vous vous êtes inspiré des travaux de Louis-Claude Vincent. Et une deuxième question, je voudrais savoir si vous nous donnez un peu plus d'éléments sur les maladies mitochondriales. Alors, bien sûr, j'ai compulsé les travaux de Louis-Claude Vincent, qui était un des précurseurs dans notre pays. Et ce que Louis-Claude Vincent a fait, c'est
ça concernait surtout la chimie et l'équilibre chimique de l'eau. Je vous invite à vous procurer tous le DVD de Water aux éditions Jupiter. L'extrait que vous avez vu, et c'est un extrait du film Water. Water, c'est Voda en russe. Et dans ce film, il est question des précurseurs, des gens qui ont travaillé sur l'eau. Et Louis-Claude Vincent a observé des choses tout à fait importantes. C'est le parallélisme qui existait entre la structure chimique de l'eau, son pouvoir d'oxydoréduction, sa charge en éléments, etc., et sa résistivité, et puis les états maladifs. La manière qu'on a de traiter l'eau pour la distribuer, elle nous rend malades. Et Louis-Claude Vincent l'a montré d'une manière extrêmement scientifique, il y a déjà des dizaines d'années. Ce n'est pas pour autant qu'on a appliqué ça en France. Quand on traite avec du chlore ou de l'ozone et qu'on distribue en fait cette eau, on fait rentrer les gens tous dans le cadre des maladies infectieuses chroniques, et virales en particulier. Tous. Si on reste dans cette eau-là, on est corrodé, on est affaibli sur le plan immunitaire et on réactive continuellement des pathologies. Alors on peut prendre des antibiotiques, mais on peut en prendre toute sa vie. Et il n'y a pas d'antibiotiques pour les maladies virales. Donc c'est de la qualité de l'eau, c'est ce que Louis-Claude Vincent disait, dépend en fait notre santé individuelle, mais aussi notre santé sociale. Donc c'est à chacun de nous de la rétablir, parce qu'on peut modifier vraiment la trajectoire que prend notre monde de cette manière, simple, silencieuse. C'est non violent. Ça irait bien à Gandhi aussi. Et puis, pour ce qui est des maladies mitochondriales, c'est assez clair que les interférences chimiques et les modulations fréquentielles de notre environnement modifient l'activité mitochondriale et peuvent créer des malformations graves, parce qu'il y a des maladies mitochondriales qu'on voit émerger qui sont extrêmement graves sur la vie des enfants. Et les interférences, on ne les sent pas. Une femme qui travaille dans une caisse de supermarché qui est enceinte, elle ne va pas sentir ce qui va se passer. Mais elle n'est pas protégée. Et il en est comme ça, c'est dans notre quotidien. Il y a toutes sortes d'outils qu'on met en place, on ne se soucie pas de l'impact sur le vivant et bien sûr sur les femmes, les enfants et tous les organismes vivants, les animaux aussi. Il y en a beaucoup qui disparaissent, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes qui disparaissent. Il faut intervenir vite, vite parce qu'il commence à y avoir des trous dans la toile. Je suis aussi très ému par ce qui se passe et je ne sais pas si c'est chacun des intervenants en lui-même, si c'est vous tous ici, si c'est notre interaction, mais j'ai envie de dire que la médecine du sens naît aujourd'hui et que c'est la fondation véritablement de ce mouvement dont j'ai voulu voir le jour, et je pense que vraiment avec ce qui se passe maintenant, c'est en train de naître. Voilà. Et vous êtes tous là. Bon. C'est un cadeau, hein? Ouais. C'est un cadeau.